Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Elsa, qui a 20 ans et qui souffre d'encéphalomyélite myalgique. J'ai été très touchée de la recevoir. Elsa est une jeune femme qui m'a beaucoup impressionnée par sa maturité et sa capacité à savoir s'écouter. C'est l'arrivée de la maladie dans sa vie qui l'a obligée à revoir son organisation quotidienne. Elle nous parle du passing, une procédure qui l'aide beaucoup pour mieux vivre avec sa pathologie. J'ai d'ailleurs trouvé que même sans souffrir de cette maladie-là, cette procédure pouvait être intéressante dans les maladies chroniques afin de prendre soin de soi et de se ressourcer. Elsa nous parle aussi des aménagements possibles pour continuer ses études lorsque l'on souffre d'un handicap et d'une maladie chronique invalidante. Aménagements qui lui permettent de continuer ses études de droit. C'est un témoignage rempli de résilience et de sagesse que je vous propose aujourd'hui. Je vous laisse le découvrir et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Elsa. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi aujourd'hui. Merci de me donner l'occasion de témoigner. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Oui. T'as écouté quelques épisodes et c'est toi qui es rentrée en contact avec moi pour me parler un petit peu de ta maladie et me dire que tu aurais à cœur de témoigner. Oui. Et comme c'est la première fois qu'on va parler de cette maladie-là, eh bien évidemment, je t'ai tout de suite dit oui. Et donc c'est avec grand plaisir que je te reçois aujourd'hui chez moi du coup. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire la pathologie dont tu souffres et les principaux symptômes chez toi ? D'accord, donc je souffre d'encéphalomyélite myalgique, qui est aussi appelé le syndrome de fatigue chronique. Et donc le principal symptôme, c'est le malaise post-effort, donc c'est la grande difficulté à récupérer après un effort qui peut être tout à fait commun ou après un effort difficile pour tout le monde. Et moi, je souffre aussi de nausées, de vertiges, j'ai souvent les mains qui tremblent et des douleurs dans les jambes. Ok. Alors, est-ce que t'es toute jeune ? Oui. Tu as 20 ans. Oui. Et du coup, malheureusement, la maladie t'a impacté très tôt. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que les premiers symptômes sont apparus ? Oui. Et comment ?
Donc j'avais 17 ans, c'était en novembre, donc c'était ma rentrée de terminale. Et donc mes symptômes sont apparus après un week-end qui avait été très chargé, et où j'avais été malade en plus. J'ai commencé à avoir la nausée tout le temps. Dès que je me levais le matin, j'avais de plus en plus du mal à réfléchir. J'avais l'impression d'avoir vraiment un nuage dans mon cerveau, voilà, du brouillard cérébral. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des troubles de la mémoire. Je me rappelais plus de rien jusqu'aux vacances de Noël où j'ai dormi toutes les vacances. Et donc à la rentrée en janvier, j'étais incapable de retourner en cours. J'y suis retournée quelques jours et je ne comprenais plus ce que les professeurs disaient. J'arrivais plus à lire. Et donc j'ai été déscolarisée pendant plusieurs mois. Et donc c'est là qu'a commencé que j'ai commencé à voir plusieurs médecins pour essayer de trouver une solution à mon état. Comprendre ce qui se passait pour toi. Exactement. En fait. Ouais. Tout de suite, ça t'a inquiété, ça a inquiété tes proches? Moi, ça m'a inquiété tout de suite parce que j'étais quelqu'un de très dynamique. Je dormais vraiment peu. J'avais des facilités un peu à l'école dans le sens où j'avais une bonne mémoire, je comprenais assez vite, et donc de me voir comme ça, j'avais l'impression d'être devenue sénile. Je ne comprenais plus ce qu'on me disait. Oui, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu énormément de mes capacités. Donc oui, ça m'a tout de suite vraiment inquiétée, mais sans comprendre. Oui, j'avais vraiment l'impression d'être devenue sénile. J'avais l'impression qu'en quelques semaines, j'avais pris 50 ans. Okay. Voilà. Ouais. Quel est le premier médecin que tu vas voir justement? Je suis allée voir mon généraliste qui m'a juste dit de me reposer, qui a dû me prescrire quelques prises de sang, mais voilà, les prises de sang sont revenues très bien, donc voilà. Ok, lui ça ne l'a pas du tout alarmé, il pensait plus que c'était un trop-plein. Oui, ouais. La plupart des médecins que j'ai vus, même après mon généraliste, n'étaient pas vraiment alarmés par mon état, à part mes parents et mon entourage qui se rendaient vraiment compte que j'avais vraiment perdu beaucoup. Les médecins, je pense, s'en rendaient pas vraiment compte, disaient que c'était du surmenage à l'école ou des choses comme ça. Donc tu as arrêté complètement l'école après ce début-là, oui, on peut dire une grosse crise. Janvier, février, mars. Et ensuite, j'ai repris l'école, mais en allant quasiment tout le temps à l'infirmerie. Et c'était plus histoire de quand même essayer de garder un rythme, voir un peu de monde, mais je savais que j'allais redoubler parce que j'étais incapable de me concentrer plus d'une heure, même plus de 30 minutes pour passer le bac. Donc et je me voyais pas aller en études supérieures sans savoir ce que j'avais. Donc voilà. Ouais. Alors tu vas continuer vers qui? Tu vas te tourner vers qui? Donc j'ai été donc ensuite après avoir vu ce médecin, j'ai été parce que j'ai des antécédents dans ma famille de problèmes intestinaux, donc j'ai été voir un gastro-entérologue. Puis comme je faisais beaucoup de malaise, j'ai été hospitalisée une semaine en neurologie pour donc passer plusieurs examens tous les jours. Puis j'ai été Quand tu parles de malaise, il y avait des pertes de connaissance? Non, c'était comme si mes jambes ne pouvaient plus me porter. D'un coup, je tombais par terre, je perdais pas connaissance, mais mes jambes n'étaient plus capables de me tenir debout. Voilà. Ok. Ouais. Donc tu t'écroulais? Oui. Ouais. Tu te faisais mal ou? Non, je me suis jamais vraiment fait mal. Enfin, si, ça m'est arrivé une fois dans un escalier, mais voilà, ça a pas été. Il y a pas eu de conséquences derrière. Non, ouais, j'ai eu de la chance. Ouais. Et pendant cette hospitalisation, du coup, en neurologie, tu rencontres, j'imagine, donc des neurologues. Oui. Ils te disent quoi? En fait, ils se rendent bien compte que la fatigue est avérée. C'était pas remis en question, mais on passe plusieurs examens. À la fin de la semaine, tout est bon sauf les chutes de tension qui sont... Enfin, on remarque que je fais vraiment beaucoup de chutes de tension, notamment quand je me lève. Mais ils me disent, on peut rien faire de plus, en fait. Donc, quand tu parles de tension, c'était de l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire passer de la position allongée à debout? Oui, voilà. Dès que j'étais allongée, ça allait. Mais aussitôt que je me mettais debout, je faisais une grosse chute de tension. Donc, il y avait quand même quelque chose d'avéré qui prouvait que tu te sentais pas bien. Aux yeux des médecins, en tout cas. Oui, mais après, tous les IRM, les scanners, la ponction lombaire, tout était bon. Et donc ensuite, j'ai été hospitalisée 3 jours dans un centre du sommeil pour voir si j'avais pas des problèmes de sommeil. Donc soit des problèmes qui causeraient ma fatigue,
ou alors voilà, des problèmes d'endormissement dans la journée qui ne soient pas vraiment décidés, mais mon sommeil est excellent. Donc voilà, j'avais aucun problème. T'avais pas d'apnée du sommeil, non, ce genre de choses? pas du tout. Ouais, Tant mieux. Oui. Donc c'est vrai qu'à chaque fois les médecins me disaient c'est super, il y a pas de gros problèmes. C'est vrai, j'étais contente de pas avoir quelque chose j'aurais pu avoir quelque chose de bien pire, mais c'est aussi la souffrance de se dire oui, mais donc je sais toujours pas ce que j'ai. Oui, c'est toute l'ambivalence. Ouais. C'est qu'à la fois, on n'a pas envie d'apprendre qu'on a quelque chose de grave. Oui. En même temps, on a envie de comprendre ce qui se passe et Oui. qu'est-ce qu'on a malgré tout, parce qu'on a des symptômes qui persistent. Oui, et puis c'est difficile de. Enfin, moi, j'étais vraiment toute jeune et de voir tous mes amis vivre. Et moi, je pouvais pas vraiment expliquer aux gens en fait Je leur disais là, je suis fatiguée, mais j'avais pas de mots pour leur dire ce que j'avais précisément. Et comme tout revenait. Que tous mes bilans étaient bons, voilà. Justement, ton entourage et tes amis, comment ils ont réagi? Est-ce que tu as perdu beaucoup d'amis? Est-ce qu'ils ont continué à venir te voir, à te soutenir? Parce que à cet âge-là, c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est la pleine vie, la découverte de tout, et d'avoir quelqu'un de son âge qui ne peut plus suivre, qui ne peut plus faire plein de choses, ne peut peut-être venir aux soirées, aux fêtes, etc. Ça peut être compliqué. Comment ça s'est passé pour toi? Alors du côté de mes parents m'ont beaucoup soutenue. Donc voilà, mes parents prenaient les rendez-vous pour moi, ils allaient chez le médecin avec moi, etc. Et donc le fait de vivre avec moi, ils comprenaient très bien que voilà, c'était pas que je ne mentais pas. Mais j'ai pas vraiment perdu d'amis, mais c'est vrai que le fait d'être malade, ça fait le tri dans les amis en qui on peut vraiment faire confiance. Les amis donc je sais pertinemment que si un jour je suis avec eux et que je fais un malaise post-effort, ils seront là pour m'aider, et ceux qui, c'est pas qu'ils voudront pas m'aider, c'est que ils en seront pas vraiment capables parce qu'ils comprendront pas ce qui se passe. Voilà, je pense que c'est plutôt une question d'empathie, et c'est pas grave, mais chacun est différent, mais voilà. Mais il y a ceux qui ont peut-être aussi cherché à comprendre ce qui se passait et comment ils pouvaient te soutenir. Oui. Et puis ceux qui n'ont pas réussi à faire ce pas-là vers toi. Oui, je pense qu'aussi il y en a qui préfèrent ne pas vraiment. Et ce que je peux comprendre quand on est très jeune, c'est difficile d'essayer de se renseigner sur quelque chose qui peut être très grave, parce que je sais pas comment j'aurais réagi moi dans cette situation, mais ça peut aussi faire peur de. Ça peut être anxiogène. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, tu as conservé des très bons amis, et tu sais sur qui tu peux compter aujourd'hui, et tu as un cercle de gens sur qui tu peux compter aujourd'hui. Oui. C'est vrai que des fois, ça permet, les épreuves dans la vie, que ce soit la maladie ou des deuils ou d'autres choses, permettent aussi de savoir sur qui on peut compter. Oui, exactement. Oui, je m'en suis rendu compte, et je m'en suis pas forcément plus triste. C'est la vie, c'est comme ça. Ça montre que tu as quand même une grande maturité pour le vivre déjà comme ça. Oui, je sais pas. Alors, quelle est la suite pour toi, justement, après que tous ces examens reviennent normaux, et on te renvoie chez toi, j'imagine? Donc après l'examen de centre du sommeil, j'ai vu endocrinologue, et j'ai donc pareil, tout est revenu très bon, et j'ai vu 2 psychiatres qui donc un psychiatre normal et un psychiatre spécialisé dans les troubles du sommeil, qui tous les deux m'ont dit que tout allait très bien, parce que en fait, en dehors de la fatigue, j'ai de la volonté. C'est simplement mon état qui ne me permet pas de faire tout ce dont j'ai envie. Et donc j'ai commencé à rechercher sur internet, donc à taper mes symptômes dans Google pour voir ce que ça pouvait être, et je suis tombée sur le site amélie.fr qui parle de l'EMSFC. Et en lisant les symptômes, c'était un peu la révélation. Je me suis dit, mais c'est exactement. J'avais l'impression qu'on mettait des mots sur ce que je vivais. C'était assez dingue. Et donc j'ai commencé à me renseigner. Et donc j'ai vu un médecin interniste à l'hôpital de Rennes qui m'a dit, qui n'était pas du tout spécialiste de cette maladie, qui ne la connaissait pas, et qui m'a dit que de toute façon je ne guérirais jamais, que je ferais mieux de trouver un mec ou de trouver une autre occupation au lieu d'occuper les hôpitaux, d'occuper les médecins pour rien. Mais donc ils pensaient que t'avais quand même cette pathologie. Ils se rendaient bien compte que, c'est quand même avéré que je pouvais pas faire, que j'avais un état de santé fragile. Oui, voilà, mais pour lui, c'était pas une priorité. Il m'a dit que c'était pas la peine d'aller voir le spécialiste à Angers, parce que
parce que de toute façon il me dirait la même chose et que j'avais juste à m'habituer à la situation. Donc moi, je me suis dit, c'était assez dur à vivre. Je venais tout juste d'avoir 19 ans. Bien sûr. Donc je ne comptais pas prendre rendez-vous à Angers parce que je me disais, si c'est pour avoir la même réponse, c'est pas la peine. Mais mes parents ont quand même pris rendez-vous. Et en fait, ils ont bien fait parce que donc le médecin de Angers m'a cru déjà. Oui, mais donc du coup, ce premier médecin, il vient quand même te dire, donc au bout de 2 ans, c'est ça? Oui. Que les symptômes, 1 an et demi, ouais. Ouais, c'est ça, que ce que tu amènes comme finalement diagnostic de l'EM, ce serait a priori ça, mais qu'il y aurait rien à faire. Bon, en fait, il disait même pas le mot. C'était elle ne disait même pas le mot EM. Elle disait puisqu'elle n'était pas formée, donc elle ne connaissait pas, et elle n'a pas eu la présence d'esprit de se dire c'est pas parce que je ne connais pas que ça n'existe pas. Mmh. Et donc elle disait oui, c'est la fatigue chronique, on connaît pas aujourd'hui. Oui, voilà, bon, j'avais qu'à me résigner en gros. D'accord, ok. Voilà, ouais. Et donc tu vas à ce rendez-vous à Angers, c'est ça? 6 mois plus tard, parce qu'il y avait quand même beaucoup de délais. Et à Angers, il m'a cru. Il m'a dit oui, je sais que vous ne mentez pas. C'était assez dingue. Et puis généralement les médecins, comme ils sont spécialistes d'un domaine, ils vont prendre en compte certains de mes symptômes, et là il a pris en compte l'ensemble de mes symptômes pour le diagnostic. Parce que tu parlais tout à l'heure que tu avais vu un gastro, c'est que tu as aussi des symptômes au niveau oui, un peu intestinal. Ouais, un peu, mais c'était aussi surtout parce que j'avais des antécédents familiaux, et donc la fatigue pouvait venir de là. J'ai aussi vu un gynécologue. En fait, j'ai essayé toutes les pistes qui pouvaient expliquer la fatigue. Oui, t'essayes d'aller voir les spécialistes aussi dans tous les symptômes que tu pouvais avoir dans leur catégorie pour voir si ça pouvait être la base de la pathologie. Oui, voilà, c'est ça, de la fatigue, parce que comme la fatigue, ça peut être un symptôme de beaucoup de maladies, voilà. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ouais. Et donc ce spécialiste de Angers, il m'a donné donc d'abord il m'a expliqué ce que j'avais, il m'a expliqué comment ça fonctionnait, même si on peut pas expliquer vraiment pourquoi je suis tombée malade, etc. Et il m'a donné une procédure pour en fait, il m'a donné de l'espoir, parce qu'il m'a dit que j'étais jeune, que j'avais été prise en charge rapidement, et que donc il y avait de grandes chances que ça finisse par s'arranger, peut-être pas guérir complètement, mais retrouver une vie plutôt normale, plus ou moins normale. Et il m'a aussi donc j'ai la procédure, et il m'a aussi donné un médicament pour essayer de limiter les symptômes, les nausées, les vertiges, etc. Donc finalement il y avait de l'espoir. Mais oui, tout à fait. Alors tu vas nous raconter un peu plus, mais est-ce que le diagnostic ne peut être posé que sur les symptômes finalement, on va dire la clinique, ou est-ce qu'il y a quand même un examen qui peut montrer qu'il y a cette pathologie-là? Alors dans mon cas, en tout cas, c'était seulement sur un ensemble de symptômes, et surtout sur le malaise post-effort. Donc le fait qu'un effort tout à fait banal pour quelqu'un peut être une source de fatigue extrême pour moi ou pour les autres malades. Et donc la grande difficulté, j'ai vraiment des grandes difficultés à récupérer en fait. Tu peux nous expliquer concrètement, c'est quoi? C'est par exemple prendre ta douche, c'est te déplacer, c'est quoi, et ça se manifeste comment? Ça dépend au tout début, quand j'étais vraiment malade, prendre ma douche, ça pouvait me prendre je pouvais faire que ça de ma matinée ou voire de ma journée, parce que j'étais épuisée. Mais maintenant, ça va plutôt être, par exemple, quand je passe mes partiels pendant 4 heures, je peux pas me reposer. Donc souvent, j'essaye de faire 15 minutes de repos, voilà, pour retrouver un peu mon énergie. Ça, je peux pas le faire, et donc je perds très vite mon énergie. Et donc voilà, après, je prends plusieurs jours à récupérer. Mais ça peut être aussi, parfois, je sais pas pourquoi, sûrement parce que j'ai un petit virus qui couve quand c'est l'hiver. Un truc très banal va me fatiguer énormément. Puis aussi j'ai appris à connaître mes limites, donc je sais que généralement quand je fais plus de 10 000 pas dans la journée, je sais que le lendemain je vais avoir beaucoup de mal à me lever, que je vais avoir il faut pas que je prévoie grand chose le lendemain. Voilà, j'ai appris à connaître mes limites, à connaître ton corps et ce qui était capable d'encaisser en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et alors le médicament qu'il t'a donné, c'est quoi comme... C'est un antihistaminique. D'accord. Donc par rapport au syndrome d'activation mastocytaire. Tu as aussi un SAMA du coup? A priori oui, mais bon, après je trouve que le médicament fonctionne pas non plus. Donc je revois mon médecin bientôt, mais
je trouve que c'est pas ça a changé dans le sens où j'ai moins de vertige, etc., mais j'ai toujours la nausée. Ça s'est amélioré, mais pas autant que ce que je pensais. Voilà. Ok. Et donc il y a que ça qu'il t'a donné? Oui. Et la procédure. Alors c'est quoi la procédure? Raconte-nous. Donc, la procédure, c'est le passing. Donc c'est c'est la seule chose qu'on peut prescrire aux malades de l'EM. Et donc en fait c'est une technique pour essayer de gaspiller le moins d'énergie possible, d'une part, et d'essayer de recharger ses batteries au cours de la journée, parce que la nuit ne suffit pas. Donc d'une part ça va être par exemple s'asseoir pour des choses que habituellement on pourrait faire debout, pour ne pas rester debout parce que c'est très fatigant. Mais ça va être aussi essayer de dans la journée de découper son temps entre des temps d'activité et des temps de repos prévus pour essayer de gaspiller le moins d'énergie possible et pouvoir garder un rythme sur plusieurs mois. Pouvoir en fait tu adaptes en permanence ton quotidien, et au lieu d'enchaîner les activités, tu prends des temps de pause entre pour pouvoir te permettre en fait de faire une autre activité derrière. Mais ce sont des vrais temps de pause. Donc c'est pas un temps de pause où on est sur son téléphone, ou on est dans le noir, dans le silence. Et voilà, ensuite il faut trouver le temps assez adéquat. Moi je peux pas un tout petit temps, 15 minutes par exemple, ça me suffit pas. Généralement, je préfère faire un plus grand temps de pause, 45 minutes par exemple. D'accord. Et j'ai vraiment plus de temps, quitte à du coup faire des plus grands temps d'activité. Voilà. Toi, c'est ça qui marche le mieux. Oui, plutôt. C'est plutôt de faire des grands temps plutôt que plein de petits. Ça a considérablement augmenté ta capacité à faire des choses et à améliorer ton quotidien? Oui et non, dans le sens où donc j'ai la procédure à suivre depuis novembre, mais donc mes partiels ont commencé en novembre, donc c'était assez compliqué de mettre en place pendant les révisions, etc. Puis ensuite j'ai été très fatiguée à cause des partiels, et donc mon état s'est un petit peu dégradé au second semestre, donc j'ai eu du mal à suivre la procédure parce qu'en fait j'étais tellement fatiguée que j'avais du mal à suivre parfaitement la procédure tout en allant en cours, en révisant, etc. Donc je l'ai plus ou moins suivi, mais je pense qu'aussi ça demande un temps d'adaptation assez conséquent, parce que c'est aussi difficile d'admettre parfois qu'on n'est pas forcément assez fatigué pour se dire qu'on va aller dormir, mais en même temps si on le fait pas, dans 1 heure on sera au bout du rouleau. C'est ça. Ouais, exactement. Et est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé, parce qu'aujourd'hui donc tu fais des études de droit, tu es à la fac. Est-ce que tu as des aménagements spécifiques à la fac? Est-ce que par exemple tu as une reconnaissance de travailleurs handicapés ou d'étudiants handicapés? Je ne sais pas ce qui existe. Donc à la rentrée, quand j'ai commencé la fac, j'avais pas encore mon diagnostic puisque je l'ai eu en novembre. Donc quand j'ai vu les médecins de la fac, donc ils m'ont donné des aménagements pour l'année qui seront donc je devrais retourner les voir en septembre prochain, et là donc comme j'aurai mon diagnostic, j'aurai sûrement plus d'aménagements. Mais cette année, j'avais un tiers-temps pour les examens et une aide à la prise de notes, donc ça veut dire que j'étais pas obligée d'aller en amphi, en étudiant et payer pour me donner ces cours, et une dispense d'assiduité pour les cours obligatoires pour les TD. Voilà, donc je suis pas obligée d'y aller et je suis pas obligée d'avoir un mot du médecin à chaque fois. Ça c'est hyper intéressant pour les jeunes qui pourraient être en études comme toi, qui auraient une pathologie pas forcément la même que la tienne. Je savais pas du tout qu'il y avait la possibilité qu'un étudiant soit payé pour te donner ses cours. Ouais, mais c'est vraiment génial parce que moi ça me permet de quand même continuer mes études et ma scolarité tout en étant malade. Parce que à l'origine je voulais faire une prépa, bon, évidemment voilà, mais en fait finalement la fac ça me convient très bien, et tous ces aménagements c'est vraiment génial, et je trouve que c'est quand même super de se dire que on peut continuer à avoir une vie quasi normale tout en étant malade. C'est vraiment beaucoup d'espoir. Qui est-ce qui paye cet étudiant? C'est la fac? C'est la fac. Ouais. Ok, donc ils ont des subventions pour ce genre de cas. Ouais. Bon, c'est vraiment génial. Oui. C'est une chance. Oui. C'est super. Le fait d'avoir finalement ce diagnostic-là, qu'est-ce que ça a changé pour toi? D'abord, je suis beaucoup plus sereine quand je suis en malaise post-effort, ou quand je me sens un peu plus faible que d'habitude. Je sais pourquoi, et donc je sais en fait simplement qu'il suffit que j'aille me reposer, et je me sens moins coupable de me dire c'est pas grave, là je loupe quelque chose, mais c'est parce que ça ira mieux après. Alors qu'avant j'avais quand même beaucoup de mal à admettre que
mon corps pouvait m'obliger à me reposer, à stopper un peu, à mettre ma vie en pause. Voilà, je me sens vraiment beaucoup plus sereine parce que je sais ce que j'ai et voilà, j'accepte, c'est comme ça et voilà. Ouais, c'est pas facile, surtout à l'âge que tu as, et bravo d'arriver à avoir ce recul-là et bon, ton corps t'y oblige dans un sens, mais oui. D'être déjà dans ce processus finalement d'acceptation et de vivre, j'imagine que ça te permet d'être moins en lutte oui. Et finalement de mieux vivre au quotidien. Ouais, mais je pense qu'il faut, de toute façon, il vaut mieux l'accepter. Enfin, moi, je le vois plus comme... pour moi, la vie, c'est un peu comme si c'était un grand jeu de société, un grand jeu de plateau. Et voilà, j'ai tiré une carte malchance, mais ça va pas m'empêcher de continuer le jeu. C'est comme ça. Et voilà. Ouais, j'adore ton image. Ouais. Oui, elle me parle beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, quels sont tes projets pour la suite ? De continuer mes études. Puis je vais essayer de suivre au mieux la procédure parce que j'ai toujours l'espoir que mon état de santé s'améliore et que ça finisse par s'arranger. Donc voilà. Oui, ton médecin justement, il te laissait de l'espoir sur le fait qu'il y avait une possibilité que ça se résorbe finalement, que ça soit moins intense. Oui, effectivement. En fait, a priori, il y aurait 4 stades dans l'EM et quand au tout début, donc c'est des stades qui sont évalués par rapport aux capacités qu'on a perdues. Et en fait, au tout début, j'avais vraiment perdu quasiment toutes mes capacités. Mais voilà, là, petit à petit, parce que même avant le diagnostic, j'avais quand même compris que je pouvais pas lutter éternellement contre ma fatigue, contre mon corps. Donc j'avais déjà essayé de me reposer, je m'autorisais quand même plus, voilà. Et donc j'étais arrivée presque au stade 1, je dirais. Je pense que beaucoup de personnes à la fac savaient pas vraiment que j'étais malade, par exemple. Et donc voilà, là je suis un peu plus fatiguée qu'il y a quelques mois, mais ça va quand même beaucoup mieux qu'au tout début. Donc voilà. Ouais. Bon, c'est une belle dose d'espoir pour les personnes qui nous écouteraient. Et ça c'est chouette. Oui, ouais, c'est vraiment génial. Voilà, ouais, c'est vraiment top. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux personnes qui suspecteraient cette pathologie-là ou qui viendraient d'apprendre qu'elles souffrent de cette pathologie ? Si vous n'êtes pas encore diagnostiqué, je pense qu'il faut vraiment garder espoir parce que les médecins souvent disent que soit c'est psychologique, soit on saura pas vraiment ce que vous avez, mais si. Et puis il faut pas écouter les gens qui vous disent que il suffit de se prendre en main, de pas avoir la flemme, etc. Parce que parfois les choses les plus simples pour quelqu'un qui n'est pas malade peuvent nous paraître très compliquées. C'est comme ça, il faut accepter d'aller à son rythme. Et puis pour les personnes qui sont diagnostiquées, je pense que le mieux à faire c'est d'essayer de suivre la procédure, même si je trouve que parfois c'est un petit peu compliqué. Oui, dans un quotidien. On a envie de faire plein de choses. Ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, même si je suis fatiguée, ça m'empêche pas d'avoir des rêves, des ambitions. Mais faut accepter que ça va peut-être prendre plus de temps que quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça. Est-ce que les médecins savent finalement à quoi est due cette pathologie-là ? Est-ce qu'on sait ce qui la déclenche ? Est-ce qu'il y a des pistes de a priori, ça serait dans la plupart des cas, ça serait après un virus. Donc ça serait lié au système immunitaire. Donc plutôt une maladie auto-immune ? Donc en fait ça serait plutôt d'après ce que j'ai compris, le corps aurait pas eu besoin de beaucoup d'énergie pour lutter, voilà, et donc après on aurait des difficultés à refabriquer de l'énergie. Voilà, en fait je pense qu'on sait pas exactement à quoi c'est dû, mais on remarque quand même que dans la plupart des cas c'est après un virus. Merci beaucoup Elsa alors de nous avoir partagé un bout de ton histoire et je pense que ça va redonner beaucoup d'espoir aux personnes qui vont nous écouter. En tout cas, je l'espère. Oui, merci de m'avoir écoutée. À très bientôt. À bientôt. Merci encore Elsa d'être venue jusqu'à moi pour partager ton histoire. Je te souhaite de réussir tes études. Mais je n'en doute pas quand je vois ta force et ta capacité à rebondir et à accepter les contraintes de la maladie dans ta vie. Tu m'as beaucoup impressionnée et tu as été une source d'inspiration pour continuer mon propre chemin d'acceptation de la maladie. J'espère que les mots d'Elsa auront résonné aussi fort pour vous, mes chers auditeurs, que pour moi. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.